J'anime un réseau qui s'appelle le Laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action, qui est un réseau d'acteurs-chercheurs qui développent des expérimentations sociales dans différentes régions de France et que nous croisons en réseau et dont nous essayons de valoriser la production de savoir à partir de leurs pratiques. La notion de tiers-espace, d'ailleurs, au départ, m'a été inspirée par une lecture du tiers-paysage de Gilles Clément, qui raconte comment justement se crée une biodiversité par des formes de délaissement ou des effets de bordure entre différents territoires, et que cette non-emprise sur le territoire était justement quelque chose qui favorisait l'échange et la biodiversité, et ce qui rejoint notre préoccupation justement de s'intéresser aux territoires délaissés ou des territoires sans emprise. Alors ça peut être les territoires ruraux, ça peut être les friches industrielles, les quartiers populaires. Et en quoi, finalement, ces territoires qu'on appelle marginaux représentent au contraire une richesse, et non seulement une richesse, mais peut être porteur d'alternatives. Après, la notion de tiers implique aussi la notion d'intermédiaire entre justement différentes formes d'organisation sociale, entre autres la sphère privée, la sphère publique, ou l'économie privée et l'économie publique. Et donc repose aussi la question très actuelle des communs, et comment effectivement s'organise une gestion collective du territoire à partir de ses ressources, et comment sont redistribuées ces ressources sur le territoire. Nous, on fonctionne beaucoup en réseau, donc on a une plateforme internet qui s'appelle rechercheaction.fr. Donc là, il y a tous les contacts, et on invite d'ailleurs à tous les gens qui développent une recherche. On a loué donc un petit serveur qui permet d'héberger en fait les démarches, donc pour publiciser justement les démarches, que ce soit des démarches individuelles, professionnelles, collectives, et donc mettre en croisement justement ces dynamiques de recherche-action. Je suis aussi associé notamment à la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord. Donc les Maisons des Sciences de l'Homme sont des réseaux, un réseau régional. Il y en a dans chaque région. Et l'idée, là aussi, pour notre laboratoire social, qui n'est pas universitaire en tant que tel, puisqu'il part effectivement de ce travail de valorisation du savoir à partir des pratiques, et de créer une interface justement avec les pôles universitaires pour essayer de développer des recherches collaboratives, donc avec les différentes disciplines universitaires et au croisement de programmes de recherche qui préoccupent les acteurs. Donc c'est une manière aussi de croiser le savoir dit académique avec le savoir des pratiques et d'autres savoirs socio-professionnels qui sont celui des techniciens, et qui se croisent rarement, ou quand ils se croisent, c'est rarement de manière égalitaire, dans un échange égalitaire, quoi. Ce serait intéressant, on n'a pas vraiment fait d'études comparatives. Après, c'est clair que la recherche-action est un champ beaucoup plus, j'ai envie de dire, mieux accueilli dans la culture anglo-saxonne, qui est quand même plus une culture pragmatique. Donc il va partir justement des pratiques avant de théoriser, et non le contraire, théoriser pour ensuite poser des hypothèses sur les territoires. Donc on part d'une démarche inductive qui part du bas vers le haut, et non pas déductive qui part du haut vers le bas. Donc c'est vrai qu'il y a des cultures qui sont plus favorables, qui sont moins dans cette séparation entre le pratique et l'intellectuel, etc., qu'en France, quoi. Comme tout le monde à la fois, nous avons été surpris, c'est le principe d'ailleurs de toute forme éruptive ou émergente, et à la fois on a eu confirmation d'une hypothèse qu'on pose depuis un certain nombre de temps, qui est la notion de centralité populaire, c'est-à-dire où des acteurs se retrouvent pour retrouver une cohérence à leur vie, cohérence existentielle, organisationnelle, etc. Et donc là, c'est des gens qui sortent, qui n'étaient pas obligatoirement des militants, qui n'étaient pas obligatoirement des syndiqués, qui n'étaient pas obligatoirement des chercheurs ou des analystes de la société, qui à un moment donné trouvent besoin de se regrouper sur des points de convergence. Et là, en l'occurrence, c'était les ronds-points. Mais ce qu'aurait pu être, à une autre époque, jouer le rôle, par exemple, des maisons du peuple ou des bourses du travail, qui étaient des lieux de croisement et de réflexion à partir de sa pratique. Peut-être justement parce que ces lieux n'existent plus, là, ils les recréent. Et du coup, ils réapprennent, voilà, sans obligatoirement de transmission directe avec les corps intermédiaires, ceux de l'éducation populaire, des politiques, des syndicats, et reconstruisent un savoir pour analyser leur situation. Et je trouve ça, à ce niveau-là, très intéressant comme forme. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, la nouvelle économie était l'économie des flux,
et qui est donc une économie qui justement les mettait quelque part en position de dominer. Qui est l'économie productiviste, ultralibérale, qui capte en fait tous les éléments de la société pour en faire une production et ramener de l'argent. Et comment bloquer effectivement ces flux? Le rond-point est le lieu de croisement de ces flux. Donc ça pose vraiment une interrogation aussi quasi philosophique de effectivement comment échapper ou être en déprise par rapport à ces formes économiques et concevoir une manière de vivre autrement, ce qui aussi renvoie à la question de l'éco-développement et de l'écologie, puisque c'est aussi des conséquences de la catastrophe actuelle, évidemment, qui nous mène tout droit dans le mur. Donc là aussi, il n'y a pas opposition, comme il était fois mis, entre l'exigence sociale, la fin du mois et la fin du monde, quoi.